Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire horticole 2024, le brocoli, la lutte contre les tâches alternariennes et les ravageurs. Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre de cette activité qui vise à partager les informations au sujet des ennemis de culture des crucifères, plus précisément au sujet des essais et des projets qui ont été réalisés pour adapter les stratégies de lutte contre certains insectes, mais surtout contre les tâches alternariennes qui occasionnent des pertes dans la culture de brocoli depuis quelques années. Il nous reste encore bien des choses à comprendre dans ces maladies fongiques et on n'est pas les seuls à chercher des réponses à nos questions. On va d'ailleurs vous partager dans la zone de clavardage là, ou de conversation euh, un lien vers des webinaires qui ont eu lieu au courant de l'hiver là, dans les derniers mois aux États-Unis sur le même sujet. Puis il y a une de nos conférencières qui pourra venir aussi vous faire un petit résumé de ces webinaires-là. Donc, ce matin, on va faire une mise en commun de nos connaissances actuelles sur les tâches alternariennes. Je me présente, mon nom est Mélissa Gagnon, je suis agronome, conseillère en production maraîchère pour la direction Montréal-Laval-Lanaudière du MAPAC. Je suis aussi co-avertisseur pour le réseau crucifère du RAP, le réseau d'avertissement phytosanitaire du MAPAC. Je vais être votre animatrice ce matin pour le webinaire, puis je vais être épaulée par ma collègue Geneviève Legault, qui est à la direction régionale de l'Estrie du MAPAC. Geneviève est aussi agronome et conseillère en production maraîchère et biologique. Donc, elle va me donner un bon coup de main pour la période des questions. Le webinaire est présenté par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et la tenue de cette activité est rendue possible grâce à la collaboration du CIEL, le Carrefour industriel et expérimental de la Nodière. Nous vous remercions de votre grande participation. En fait, il y avait plus de 150 personnes inscrites au webinaire ce matin. Donc, on espère que les informations que vous allez obtenir au courant du webinaire vont vous être utiles. Donc, on passe à la partie conférence. Je vous présente maintenant notre première conférencière qui est Madame Anne-Marie Breton. Anne-Marie est phytopathologiste, agente de la sécurité biologique au laboratoire d'expertise et de diagnostic en phytoprotection du MAPAC. Le diagnostic des maladies parasitaires dans le but d'effectuer une surveillance du territoire agricole québécois ainsi que le transfert de connaissances en phytopathologie font partie de ses rôles au sein du LEDP. Elle évolue également dans le milieu de la production agricole et elle est donc très consciente des enjeux vécus par les entreprises agricoles. Donc, Anne-Marie va venir nous présenter les grandes lignes là, de ce que sont les alternariats qui affectent les crucifères. Donc, sans plus tarder, Anne-Marie, je vais t'inviter à ouvrir ta caméra et ton micro et puis nous partager ta présentation. Merci. Oui, merci Mélissa pour la présentation. Donc, je vous partage la mienne. Voilà, est-ce que c'est arrivé? Ça fonctionne. Merci. Super. Donc, aujourd'hui, comme Mélissa l'a mentionné, je vais vous parler, je vais vous faire une introduction, si on veut, des alternariats qu'on peut retrouver chez le brocoli. OK, voilà. OK. Donc, les alternariats chez le brocoli, on retrouve là, principalement trois espèces. Donc, l'alternaria alternata, qui cause la tache alternarienne, l'alternaria brassicicola, qui cause la tache noire alternarienne, et l'alternaria brassicae, qui cause la tache grise alternarienne. Alternaria alternata, dans le fond, lui, on va le considérer un petit peu plus comme un alternaria de faible virulence. Donc, on le retrouve la plupart du temps sur les échantillons qu'on va analyser. Par contre, on connaît, là, selon sa biologie, qui est habituellement moins virulent là, que les deux autres espèces que vous présente. L'alternaria brassicola, j'ai mis un petit astérix. Dans le fond, c'est lui qu'on retrouve le plus souvent là, sur les fleurons de brocoli. Donc, généralement, là, c'est vraiment cette espèce-là là, qu'on va retrouver et qui vont faire vraiment des dommages là, sur les têtes de brocoli.
Au laboratoire, dans le fond, si jamais vous avez un doute là, sur l'espèce d'alternaria que vous avez sur vos plantes, dans le fond, on est en mesure d'effectuer un test de biologie moléculaire QPCR qui va vraiment nous identifier l'espèce, faire la différence entre Brassicaceae et Brassicaceae. Puis, si jamais c'est négatif à ces deux espèces-là, bon, on a aussi la possibilité de faire pousser l'alternaria sur un milieu de culture, puis par la suite d'effectuer un séquençage d'une portion du génome du champignon. Puis par la suite, dans les bases de données disponibles, on va être en mesure là, d'identifier l'espèce qu'on a retrouvée là, sur votre plante. Je vous ai mis là, le petit lien en bas de la diapositive là, vers les services de tarification du laboratoire si jamais vous voulez connaître les tarifs là, des services que je vous ai présentés. Donc, dans les prochaines diapositives, je vais vous parler des symptômes qu'on peut observer lorsqu'on on peut être infecté par ces alternaria-là. Donc, sur les plantules, ben, effectivement, là, ça peut causer la fonte des semis et des problématiques en pré et en post-levée. Donc, on peut remarquer des symptômes dès l'apparition des cotylédons. On va remarquer des petites taches rondes là, qui vont être légèrement déprimées, qui vont être généralement brun foncé à noir. On peut aussi observer des taches noires là, sur l'hypocotyle, puis ça va réduire la croissance là, des plantules. Par la suite, sur les feuilles, ben, généralement, quand on est en présence de grands plants de brocoli, ça va être les feuilles basales là, qui vont être infectées en premier. Les taches vont être de taille variable. Ils vont passer du gris olive au noir grisâtre. Donc, puis généralement, on va observer des cercles concentriques sur la tache. Donc, ça, c'est un symptôme qui est très typique là, des alternarias. On mentionne aussi que le Alternaria brassiciola, les taches sont plus grandes que l'Alternaria brassicaceae. Par contre, là, c'est plus difficile dans le champ là, de pouvoir faire la distinction entre les deux quand on n'a pas un exemple à côté. Puis par la suite, ces taches-là, ben, vont s'agrandir, puis vont former des lésions vraiment plus grandes de tissus nécrotiques. Puis par la suite, ben, les tissus vont tomber au sol, donc ça va laisser le feuillage déchirer un petit peu. Donc, c'est ce qu'on appelle là, la criblure sur les feuilles. Puis ça peut faire complètement tomber les feuilles là aussi, là, généralement en partant par les feuilles basales des plants. Puis, ben, évidemment, là, ces blessures-là qui sont causées par les alternarias, mais ça peut faire entrer des bactéries saprophytes qui vont continuer là, la pourriture des tissus végétaux. Donc, par la suite, sur les tiges, c'est le même type de tâche qu'on va remarquer. Donc, ça va être des petites lésions circulaires de forme, ben, de taille variable, peuvent passer d'un brun foncé à noir, vont être légèrement allongées. Je vous ai mis une photo là, à gauche là, qui présente bien là, le type de tâche. Par la suite, sur les fleurs, ben, on va observer là, des petites taches brunes sur le dessus des petits fleurons. Les taches vont être brunes et rondes, puis on peut aussi les observer sur le pédicelle et le calice là, de la fleur. Ce qui fait en sorte que les fleurs vont se rabougrir et tomber. Puis encore là, ben, on peut observer la pourriture là, qui peut commencer là, par l'introduction d'autres agents pathogènes. Donc, je vous ai mis une photo aussi là, de quoi peut avoir l'air les taches alternariennes sur les fleurons. Puis, à côté, dans le fond, à droite, on a une photo là, de ce que ressemblent les taches sur le feuillage, là, où on peut observer des anneaux concentriques qui sont très typiques des alternarias. Donc, les deux diapositives suivantes, je vais vous expliquer en gros les grandes lignes là, du cycle vital des alternarias, principalement là, chez les crucifères. Donc, le champignon, ben, premièrement, il va hiverner sous forme saprophyte. Il peut être sous forme de mycélium. On va le retrouver dans les résidus de culture contaminés, les tissus infectés, aussi les mauvaises herbes crucifères, puis les volontaires et les semences, évidemment. Une petite note sur les semences, donc on va en parler là, au cours du webinaire, mais on sait que les semences peuvent être infectées, mais ça ne veut pas nécessairement dire que tous les plantules vont l'être aussi.
Donc, par la suite, au printemps, le champignon va se povuler. Donc, on va parler d'inoculum primaire. Puis, c'est sûr que ça va être favorisé parce que l'humidité va être très élevée. Donc, généralement, on parle d'une humidité en haut de 95. Ensuite, ben, les conidis vont demander de l'eau libre, là, ou de l'humidité très élevée, là, comme je vous le disais, pour germer. Puis, généralement, on peut observer ça quand les températures sont entre 21 et 28 degrés pour Alternaria brassicae et 28 et 31 degrés pour Alternaria brassicola. Je vous ai aussi indiqué que les degrés peuvent varier légèrement là, selon les références, mais en gros, on se tient environ dans ces températures-là. Ben, par la suite, le champignon va pouvoir pénétrer les stomates des feuilles ou directement là, via la cuticule de la feuille. Donc, le développement de la maladie et des infections secondaires vont se produire à des températures un peu plus basses, donc entre 11 et 23 degrés pour Brassicae et 19 et 31 degrés pour Brassicola. Puis, je vous ai inscrit aussi 15 et 21 degrés pour Alternata, là, qui est une donnée là, assez générale pour les Alternaria Alternata sur plusieurs questions. Par la suite, ben, on va observer l'apparition de symptômes 2 à 3 jours après l'infection par les conidis. Puis, au cours de l'été, là, on va pouvoir observer des infections secondaires là, qui vont se succéder là, tant que les conditions sont favorables au développement de la maladie. Donc, les conidis sont dispersés par le vent, les éclaboussures d'eau, les eaux de ruissellement, mais aussi la machinerie, puis les contacts humains aussi là, dans le champ. Puis, dans le fond, ce qui a été noté là, dans les études qui ont été faites au sujet de ce champignon-là, ben, la Ternaria brassicae requiert des températures plus fraîches que la Ternaria brassicola. Donc, voilà, ça terminait ma présentation. Il y a juste une petite dernière chose là, que je voulais vous mentionner, c'est qu'il faut faire attention aussi. Les alternariats, ils font des symptômes assez typiques, mais on pourrait se tromper. Puis, ça pourrait être entre autres du mildiou, des cryptères, ça peut être la tache blanche ou aussi la tache bactérienne là, causée par Xanthomonas. Donc, voilà, si jamais vous avez un doute, ben, le laboratoire là, est là pour vous aider. Merci beaucoup, Anne-Marie. En fait, oui, merci Geneviève, je te laisse aller. Il n'y a pas de questions dans le clavardage présentement. Oui, j'ai vu, je pense, Daniel qui a peut-être levé la main, donc on vous invite juste pour être sûr que tout le monde a compris pour le fonctionnement, là, au cas où il y a des gens qui se sont joints à nous un peu plus tard. Tout au long du webinaire, les caméras et micros resteront fermés parce qu'on a un emploi du temps chargé. Donc, on vous invite à inscrire vos questions dans la zone de conversation ou zone de clavardage de l'application. Et ensuite, Geneviève pourra adresser vos questions directement aux conférencières. Donc, une question de Daniel. Avez-vous des statistiques pour les dates d'identification au laboratoire? Donc, j'imagine que c'est les dates d'apparition des symptômes. Oui, ben dans le fond, nous, c'est difficile pour nous de poser des statistiques par rapport à ça parce qu'on va pas nécessairement dans le champ pour effectuer une veille là, des premières apparitions là, des symptômes. Donc, on conteste les échantillons qu'on reçoit. Donc, ça ne nous donne pas vraiment l'indication précise là, sur l'apparition des premiers symptômes. Là. Par contre, au travers du RAP, j'imagine qu'il y a quand même les avertisseurs là, qui diffusent cette information-là à chaque année. L'autre question, c'est au niveau de la propagation des spores, dont les conidis. Est-ce que ça peut être propagé par des filets anti-insectes? J'ose croire que oui, parce que dans le fond, tout ce qui est propagation par contact là, mécanique, donc ça peut apporter les spores avec les filets. Là, si jamais les filets sont très humides, donc les spores, elles, vont survivre là, si l'humidité est élevée là, sur les filets. Là.
Ensuite, M. Cousineau qui pose la question, les résidus de culture peuvent provenir de cultures précédentes comme le soya et le blé. Oui, dans le fond, les deux alternariats que je vous ai parlé, là, brassica et brassicola, c'est des alternariats qui sont très spécifiques au crucifère. Le alternata moins, mais dans le fond, pour les deux premiers, si les résidus de culture sont de d'autres cultures, ben, il n'y aura pas de problème pour ces champignons-là. Là, donc, ils vont affecter vraiment juste les crucifères. Donc, j'inviterai M. Daniel là, à nous contacter directement pour discuter de sa problématique, là, en fait, en lien avec son besoin là, de savoir quand l'alternariat commence et puis la dispersion sur le territoire. Là, donc, on pourra répondre à ces questions de façon individuelle, soit au bureau de l'Assomption ou à un autre bureau régional. Oui, pas de problème. Par le vent, à quelle distance ça peut voyager? Là, je n'ai pas la donnée là, par rapport au vent. Ça, c'est très, très variable selon les références, selon les champignons. Donc, oui, on sait que les spores d'alternaria peuvent voyager par le vent parce que dans le fond, quand on va avoir une plante infectée dans un champ, on peut avoir le développement d'un foyer de maladie. Là, donc, on peut croire que le vent là, disperse les spores. Puis, c'est aussi là, par le vent qu'on peut détecter les spores à l'aide des capteurs de sport. Donc, oui, le vent, mais je ne pourrais pas vous donner de distance de voyage là, précise. Donc, je pense qu'on va passer à la prochaine présentation. Merci, Oui, Anne-Marie, merci Geneviève. Effectivement, on va passer à notre prochaine conférencière qui est Madame Andréane Sauvageau. Andréane est professionnelle de recherche en phytopathologie au sein de la compagnie de recherche Phytodata depuis 2017. Elle a principalement travaillé sur la lutte aux maladies de sol dans le secteur maraîcher, mais également sur les maladies transmises par voie aérienne et par la semence. Andréane va intervenir 2 fois au cours du webinaire ce matin. Donc, pour sa première présentation, elle nous parlera des résultats d'un projet visant à vérifier les liens possibles entre la contamination des semences par les alternariats et leur présence et développement dans le brocoli, puis aussi sur les stratégies de lutte adaptées. Andréane, je t'invite à ouvrir ta caméra, ton micro, et puis nous partager ta présentation. Bonjour tout le monde. Donc, pour les prochaines minutes, je vais vous parler du projet de recherche qu'on a mené à Phytodata, où on s'est intéressé aux liens entre les semences contaminées et puis les maladies alternarias, principalement dans le brocoli. Donc, je vais juste commencer par vous présenter un petit peu la compagnie Phytodata. Très brièvement, c'est une compagnie de recherche qui est située dans la MRC des Jardins de Napierville. On fait partie du consortium PRISM, qui est un acronyme en fait pour Production en régie intégrée du Sud de Montréal. Et puis, on fait des projets de recherche en fait en lutte intégrée, en phytopathologie, puis en entomologie pour le secteur maraîcher. Puis, dans les dernières années, on a développé des expertises dont l'utilisation de la biologie moléculaire. Donc, on a un laboratoire de biologie moléculaire où on peut venir quantifier des pathogènes dans le sol, dans l'air et dans les tissus, comme dans les semences. Et puis, la biologie moléculaire nous permet d'avoir une quantification rapide et puis aussi précise là, des pathogènes dans l'environnement. Également, suite à des projets de recherche qui avaient été menés par Agriculture Canada, on a développé un réseau de capteurs de spores pour le suivi des pathogènes aériens. Et puis également, on a développé une expertise au niveau de l'évaluation de la résistance aux fongicides. Donc, comme je présentais au début du webinaire, je voulais vous présenter un peu plus d'informations sur la biologie de l'alternaria, mais Anne-Marie a quand même bien fait, a bien fait le portrait, là, fait que je vais passer vite sur cette partie-là. Donc, c'est ça, c'est vraiment différentes espèces qui peuvent causer les symptômes, mais plus particulièrement le Alternaria brassiciola dans 80% des cas. Puis c'est lui-là qui va venir causer les symptômes sur les têtes, là, qui va venir déclasser les fleurons à la période de la récolte. Au niveau des conditions qui favorisent le développement de la maladie, comme Anne-Marie l'a mentionné, il y a différents optimums de température pour les différentes espèces. Ici, selon la littérature, brassiciola, lui,
température optimale autour de 20-25 degrés, puis un peu plus frais pour brassicher. On sait que les vieilles feuilles vont être susceptibles, les co-infections sont également possibles entre les espèces, puis ça nécessite une période d'humidité élevée, prolongée pour les symptômes et puis la production de spores également. Puis c'est un peu ça qu'on voit, là, nous autres, dans la région de la Montérégie. Ici, j'ai mis un portrait de ce qui s'était passé là, pendant l'année 2020. Donc, en orange, vous voyez la progression des symptômes de taches alternariennes au travers de la saison. Et puis, donc, on voit que ça commence là, pour cette année-là autour du 1er août, fin juillet, puis début août, que ça commence à augmenter. Et puis, ça coïncide là, avec des températures qui commencent à devenir plus fraîches et puis également des épisodes de pluie abondante. Donc, ça coïncide quand même bien avec ce qu'on retrouve dans la littérature. Bon, le cycle de vie de l'alternaria, je voulais le mentionner parce que, en fait, qu'est-ce qu'on voit dans la littérature, c'est que, comme Anne-Marie l'a dit, le pathogène peut résider dans les cultures infectées, les semences également, et puis venir ensuite provoquer des infections primaires qui vont conduire à des infections secondaires par la suite également dans la saison. Donc, si je commence avec une étude ici en 2010 qui portait sur les infections à partir de la semence. En fait, cette étude-là, elle a été importante dans le projet de recherche qu'on a amorcé par la suite, parce que cette étude-là, en fait, a permis de développer des marqueurs moléculaires spécifiques pour les deux espèces. Et puis, ils ont également démontré que Brassicicola était présent à la surface et également à l'intérieur des semences de manière assez importante. Et puis que pour Brassicher, son incidence était moins importante là, au niveau de l'inoculum de la semence. Et puis, c'est des résultats qu'on obtient également, nous, au laboratoire de Phytodata. Depuis 2018, on a testé 160 lots de semences au laboratoire. Et puis, dans 75% des lots, on a détecté Brassicola. Et puis, dans seulement 9% des lots, on a détecté Brassicher, puis à des niveaux faibles aussi. Donc, c'est quand même intéressant de voir qu'on l'a détecté dans beaucoup de lots de semences. Et donc, ces informations-là nous ont amené à se poser des questions sur, en fait, l'importance de l'inoculum provenant de la semence. On s'est posé des questions qui ont conduit par la suite à faire un projet de recherche sur le sujet. Donc, on s'est demandé est-ce que la présence d'Alternaria brassicola dans la semence se traduit toujours en symptômes au champ? Également, est-ce que c'est possible de faire un lien entre le degré de contamination qu'on obtient dans les lots de semences et la sévérité au champ? Est-ce qu'il y a un moyen de diminuer le degré de contamination d'un lot de semences? Et puis également, est-ce qu'on est capable d'intégrer là, ces informations-là dans nos pratiques? Donc, voici les composantes du projet de recherche qu'on a mené. Donc, on a commencé par un volet au laboratoire où on a un peu plus perfectionné les marqueurs moléculaires pour pouvoir effectuer une bonne quantification dans les lots de semences. Ensuite, on est allé voir au niveau du champ quel était le lien entre les semences contaminées et puis le développement de la maladie. Et puis ensuite, on voulait évaluer en fait l'efficacité du traitement à l'eau chaude des semences. On a vu dans la littérature que ça serait quelque chose qui pouvait être en mesure de diminuer l'inoculum initial de la semence. Donc, on s'est intéressé à évaluer également cette méthode-là. Donc, si je commence par l'étape qu'on a faite au laboratoire avant de commencer vraiment le projet, ça a été vraiment de, en fait, trouver une manière d'utiliser le produit brut donné par la quantification par PCR qui donne en fait un nombre de copies d'ADN et puis d'être capable de transférer ça dans quelque chose qui est un peu plus tangible. Donc, on voulait transformer le produit PCR, copie d'ADN, en un nombre de spores par semence au niveau des lots de semences ou également pour les capteurs de spores, être capable de traduire ça en nombre de spores dans l'air. Donc, à l'aide d'inoculation artificielle de semences, là, si je parle des lots de semences, on a construit des courbes comme ça qui nous a permis d'établir un facteur de conversion
Et puis maintenant, on est capable de savoir, OK, un lot est contaminé à des degrés différents en termes de nombre de spores par semence. Et puis au niveau des capteurs de spores, d'être capable d'établir un lien aussi en termes de spores dans l'air. Donc, au niveau vraiment du projet, là, entre 2021 et 2023, on a quantifié 57 lots qui ont fait partie du projet de recherche. Et puis ici, je vous montre juste les valeurs là, de quantification des lots là, qui sont exprimés en nombre de spores par semence. Donc, on voit quand même qu'il y a une bonne partie des lots qui sont contaminés à des degrés assez élevés. J'ai divisé un peu ces degrés de contamination-là en catégories. La catégorie la plus élevée étant plus de 10 spores par semence. Donc, on voit quand même qu'il y a presque 10% des lots là, qui sont contaminés à une proportion avec un degré de contamination assez élevé. Ce qui est quand même intéressant de savoir. Ensuite, on voulait voir justement le lien entre les degrés de contamination des lots et puis l'apparition des symptômes. Là, pour répondre à notre question, si est-ce que vraiment il y a un lien à faire entre le degré de contamination des lots et puis ensuite qu'est-ce qu'on voit au champ. Donc, on a commencé par faire un volet que j'appelle en conditions semi-contrôlées. Donc, on est allé premièrement loin des champs, donc loin des sources de contamination aérienne. Et puis, on a décidé de comparer un lot très contaminé versus un lot sain en bac à l'extérieur. On a également pris des échantillons dans les tissus à un stade très jeune là, pour voir si on n'était pas capable de détecter le pathogène dans les tissus avant l'apparition des symptômes. Et puis ensuite, on a laissé aller la culture et puis on est allé dépister là, le nombre de tâches alternariennes là, du semis jusqu'à la maturité des plants. Donc, je vous présente ici les résultats là, de la détection dans les tissus. On a fait cette expérience-là 2 fois. Et puis, on voit là, qu'au stade cotylédon, à l'expérience 2, on a détecté le pathogène dans le lot contaminé. Et puis, c'est plutôt au stade de une feuille qu'on commence à le détecter de manière plus importante. Premièrement, dans le lot contaminé. Un petit peu aussi dans le lot sain. Bon, peut-être qu'il y a eu contamination croisée déjà à ce moment-là. Mais en fait, ce qui est important de retenir, c'est qu'on le détecte toujours plus dans le lot contaminé versus le lot sain. Quand on regarde les résultats aussi de dépistage de cette expérience-là, on voit que les premiers symptômes arrivent dans le lot contaminé et pas dans le lot sain. C'est sûr qu'à force que la culture augmente, là, il y a contamination croisée avec le lot non contaminé, mais les premiers symptômes sont effectués sur les plants qui proviennent du lot contaminé. On avait également mis un capteur de spores là, dans ces essais-là, et puis on voit que les premières captures de spores coïncident avec l'apparition des symptômes également. Pour la deuxième expérience, c'est quelque chose qui est vraiment semblable. Les premières apparitions se font au niveau du lot contaminé. Et puis, les premières captures de spores là, se font quand on commence à avoir des symptômes plus importants. Donc, en résumé, on est capable de détecter Brassicaula dans les tissus, même au stade cotylédon, c'est quand même intéressant, sans toutefois causer de symptômes à ce moment-là. Et puis, les premiers symptômes proviennent du lot contaminé et puis surviennent en même temps que l'arrivée des premières spores là, dans ces expériences-là. Ensuite, on voulait vérifier cette hypothèse-là encore au champ. Qu'est-ce qui se passe au champ? Est-ce qu'on voit les mêmes tendances? Donc, pour ce faire, on a choisi 24 lots de semences parmi les lots qu'on avait étudiés dans le projet. Et puis, on est allé, en fait, suivre des unités de dépistage qui coïncidaient avec, en fait, les semis qui avaient été plantés là, avec ces lots préalablement quantifiés-là. Le dépistage s'est effectué, là, on est en dépistant 40 plants par unité à chaque semaine jusqu'à la récolte. Et puis aussi, comme support, là, on a été mettre des capteurs de spores, là, un capteur de spores par producteur pour être capable de voir c'est quand que l'arrivée des spores se produisait. Donc, le projet tire à sa fin. Là, ça a été fait en 2021, 2022, 2023. Nous, on a mis les capteurs de spores seulement en 2022, 2023. Donc, ici, j'ai commencé par faire une analyse un peu englobante, en fait, de toutes les données qu'on a récoltées. Ici, j'ai fait une analyse de corrélation
sur les années de 2022 et 2023 parce que je voulais voir aussi l'effet des cumuls de spores. Donc, c'est une analyse qui englobe plusieurs variables et puis qui va montrer, en fait, les corrélations entre ces variables-là. Donc, je vais juste présenter les différentes variables que j'ai incluses dans la corrélation, dans l'analyse. Donc, ici, on a le degré de contamination du lot là, qui est exprimé en nombre de spores par semence. La UDPC feuille, en fait, ça, c'est un indice de sévérité de la maladie qui va être basé vraiment sur le dépistage à chaque semaine. Donc, ça nous donne un indice de la gravité de la maladie en se basant sur le nombre de taches par feuille. Donc, plus cette valeur-là est élevée, plus le nombre de taches sur les feuilles est élevé également. JJ, date plantation, c'est la date de plantation en jour julien. Donc, le moment où la culture a été implantée dans la saison. Et puis, le cumul des spores, en fait, c'est le cumul des captures aériennes de spores pendant la période du semis au champ. Donc, qu'est-ce qui est intéressant de voir ici? En fait, moi, je regardais plus, en fait, la UDPC est corrélée avec quel facteur? Donc, dans le cadre du projet, on était intéressé de voir, premièrement, si la UDPC, donc l'indice de sévérité de la maladie, était corrélé avec le nombre de spores par semence. Puis, on se rend compte qu'en utilisant toutes les données là, des 2 années et puis de la saison complète, il ne semble pas avoir vraiment de corrélation là, significative avec les degrés de contamination des lots de semences. Par contre, ça semble être plus corrélé avec la date de plantation, donc le moment où la culture est implantée au champ. Une autre corrélation intéressante, c'est ici date de plantation corrélée avec le cumul des spores. Donc, c'est un peu ça aussi qu'on observe, c'est que plus qu'on s'en vient tard dans la saison, plus la pression là, de spores dans l'air est importante. Donc, juste en faisant une analyse comme ça, englobante, malheureusement, on n'est comme pas capable de savoir s'il y a vraiment un lien direct là, entre les lots de semences et les indices de sévérité. Par contre, quand on décortique un petit peu plus les résultats obtenus, donc ici, c'est les lots qui ont été suivis en régie conventionnelle. J'ai divisé là, mes unités de dépistage par rapport à différentes périodes de l'année parce que, comme qu'on voyait au début de la présentation, la période d'avril à mi-juin, on va dire, semblait moins propice là, au développement de la maladie, alors qu'à partir de la fin juillet à la fin de l'été, ça semblait plus intense. Et puis, je vais diviser également mes unités de dépistage là, par rapport au degré de contamination des lots de semences. Donc, j'ai fait 3 catégories. Moins de 1 spore par semence, considéré comme faiblement contaminé. Entre 1 et 4 spores par semence, considéré comme moyennement contaminé. Puis, plus de 5 spores par semence, considéré comme assez fortement contaminé. Donc, qu'est-ce qui est intéressant ici quand on présente les données comme ça? C'est qu'en fait, dans la période moins propice au développement de la maladie, on voit quand même des dommages là, au niveau du pourcentage de têtes affectées là, qui peut aller jusqu'à 5 de têtes affectées pour les lots contaminés. Et puis, ce qu'on ne voit pas ici là, pour les lots faiblement contaminés, là, il ne se passe pratiquement rien là, au niveau du développement de la maladie. Un peu la même chose au niveau pour la période de juin à mi-juillet. Dans les lots très fortement contaminés, on peut aller jusqu'à 3 là, de dommages sur les têtes, alors qu'on ne voit pratiquement rien dans les lots moins contaminés. Et puis là, à partir de la mi-juillet jusqu'à la mi-août, peu importe là, le niveau de contamination des lots, eh bien, la maladie est présente là, autant au niveau des feuilles qu'au niveau des têtes affectées. Donc, c'est quand même des résultats qui semblaient intéressants, puis qui nous portent à croire là, que même si la corrélation n'était pas extrêmement facile à avoir au niveau de l'analyse de corrélation, bien, quand on regarde plus en détail les résultats, les lots de contamination, les lots qui ont un degré de contamination élevé semblent quand même provoquer des symptômes là, en période de début de saison. Ensuite de ça, on s'est intéressé, là, bon, ça, c'était les données vraiment au niveau du projet. On est allé voir un certain nombre de champs
dans le cadre du projet. Mais qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec le prisme, nous, on fait du dépistage aussi au niveau comme régional. Là. Donc, on a une banque de données assez importante de dépistage de champs dépistés pour certains producteurs qui sont membres du consortium prisme. Donc, je suis allée voir, en fait, au niveau de la Montérégie, dans les données qu'on avait dans les bases de données, c'est quand les premières apparitions, dans quels champs sont apparues les premières apparitions au niveau de la saison. Et puis aussi, je me suis intéressée à voir est-ce qu'on est capable de retracer les lots de semences de ces champs-là, puis de voir là, le degré de contamination de ces lots-là. Puis ça donnait quand même des résultats qui sont intéressants. En 2023, les premières apparitions de taches alternariennes dans la région se sont effectuées environ autour du 10-11 juillet chez 2 producteurs différents dans 2 champs différents. Et puis, ça concorde avec des lots de semences qui sont quand même assez contaminés. Là. Nous, on avait mis des capteurs de sport également là, qui étaient là au champ à partir du 18 juin. Et puis, on n'avait capté aucun sport jusqu'à l'apparition des premiers symptômes là, autour du 10-11 juillet. Donc, les premières captures sur ces fermes-là se sont faites autour du 12 juillet. Donc, c'est quand même intéressant. Puis, plus qu'on continue, dans le fond, dans la période, bien là, il y a des lots. C'est sûr que là, je n'ai pas été capable de retracer tous les champs, tous les lots de semences, là, mais pour les données que j'avais, ensuite, il se met à avoir des infections dans des lots qui n'étaient pas nécessairement avec un degré de contamination élevé. Puis, en 2022, c'est un peu la même tendance qu'on voit. On avait mis des capteurs de sport au champ depuis le 17 juin. Et puis, les premières captures de sport se sont effectuées. Bien, on a commencé à avoir des sports au champ là, à partir du 30 juin. Les premiers symptômes, par exemple, apparaissent autour du 13 juin. Et puis, ça donne aussi à être dans des lots avec des degrés de contamination assez élevés, là, donc environ 11 spores par semence qui sont quand même assez élevés. Donc, c'est quand même des résultats qui nous semblaient intéressants. Donc, en résumé, pour cette partie-là, on voit que les premières apparitions de symptômes donc, semblent provenir de l'eau fortement contaminée. Puis c'est sûr que ben là, plus que la saison avance, plus que le lien devient difficile à faire là, dû aux contaminations qui proviennent également de l'inoculum secondaire, donc les lésions qui produisent des sporulations, puis ensuite la propagation aérienne de la maladie. Ensuite, le troisième volet du projet visait à évaluer l'efficacité du traitement à l'eau chaude des semences pour voir si on n'était pas capable de diminuer en fait l'inoculum initial présent dans la semence. Donc, on s'est basé sur un protocole qui a été publié par l'Université du Massachusetts. C'est un protocole assez facile à réaliser. Il suffit seulement de préchauffer en fait les semences pendant 10 minutes à 37,8 degrés, puis ensuite de les chauffer là, pendant 20 minutes à 50 degrés. Donc, pour être capable d'évaluer l'efficacité de ce traitement-là, on est allé voir trois indicateurs. Là. Premièrement, on voulait voir si au niveau de la détection PCR, on détectait moins de pathogènes suite au traitement de semences. On voulait voir aussi au niveau de la croissance, c'est-à-dire que même si on détecte par PCR le pathogène, on voulait voir sa viabilité ou si les spores, même s'il en restait, étaient des spores viables ou pas. Donc, on a mis les semences sur milieu de culture pour voir la présence de Brassicola vivant. Puis ensuite aussi, on a regardé, là, évalué l'effet sur le taux de germination de la culture, là, parce qu'on se disait peut-être que le traitement de semences pourrait affecter les semences en tant que telles. Donc, rapidement, on a fait ça sur deux lots. Ici, vous avez les résultats pour la quantification par PCR. Donc, on voit qu'on continue à en détecter un petit peu après le traitement à l'eau chaude. On en détecte, par exemple, beaucoup moins. C'est la même tendance pour les 2 lots. Donc, on diminue de beaucoup la détection QPCR. Quand on passe à les essais sur milieu de culture là, pour voir si ce qu'on détecte est vivant, bien, le traitement à l'eau chaude, là, on n'isole plus du tout le pathogène là, sur les milieux de culture, ni pour le premier lot, ni pour le deuxième lot. Donc, quand même des résultats intéressants.
Et puis là, au niveau du taux de germination, on voit qu'il y a une petite diminution là, d'environ 10 pour le premier lot, environ quelques pourcents de diminution pour le deuxième lot au niveau de la germination des semences. Ensuite, dans un dernier volet là, du projet, c'était vraiment comme d'utiliser toutes les informations qu'on avait réussi à récolter dans le projet et puis de voir si on n'était pas capable d'utiliser ça dans une stratégie de lutte dans une région à moindre risque. Donc, on a voulu comparer 3 niveaux d'inoculum différents au niveau des inoculums de la semence. On voulait intégrer également le traitement de semences là-dedans et puis voir si on était capable d'avoir des réponses différentes là, entre des semences qui étaient traitées à l'eau chaude et puis non traitées, en ajoutant également une régie, un traitement chimique là, si la pression de la maladie était trop forte. Donc, on a fait 2 sites, un site d'été, un site d'automne en 2022. Je vous présente rapidement les résultats de ça. Donc, pour le site d'été en 2022, ici dans ce site-là, on n'a pas effectué de traitement fongicide. Donc, on peut vraiment voir là, l'effet du traitement de semences à l'eau chaude directement. Donc, ce qu'on voit premièrement, qu'est-ce qui est intéressant au niveau, à la date du 3 août, on commence à avoir des symptômes là, plus intenses là, pour le lot contaminé. Et puis un petit peu plus pour le lot qui a été non traité à l'eau chaude versus le lot traité, mais ce n'est pas significatif. Ensuite, une semaine plus tard, on commence à avoir des symptômes dans le lot moyennement contaminé. Et puis, on voit plus de symptômes là, dans les semences qui sont non traitées versus les semences traitées à l'eau chaude. Là, c'est sûr que ensuite, ben, la maladie se développe et puis on ne voit plus vraiment d'effet là, sur le développement de la maladie dû aux sporulations là, qui amènent des lésions puis de la propagation dans les sites. Pour le site d'automne, c'est un peu les mêmes tendances, sauf qu'on a commencé à avoir des captures avant les premiers symptômes. Qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est à la date du 2 septembre, où on voit des symptômes plus élevés là, en moyenne au niveau des lots de semences avec un inoculum moyen et élevé pour les semences non traitées. Donc, en résumé, pour ces essais-là, où on évaluait en fait l'efficacité des traitements à l'eau chaude, on voit que les traitements à l'eau chaude peuvent diminuer la quantité détectée au PCR sans la diminuer, là, sans la faire disparaître au complet, sauf qu'on n'isole plus le pathogène par méthode sur pétri. Également, le traitement diminue légèrement l'autogermination, ça c'est à prendre en considération. Et puis, au champ, on voit un effet significatif du traitement de semences à l'eau chaude pour le lot modéré, puis seulement des tendances pour le lot sévère. Puis aussi, je voulais mentionner que le traitement à l'eau chaude, on trouvait ça intéressant également parce que ça peut être utilisé pour diminuer l'inoculum de d'autres pathogènes de semences comme la névation noire ou la tache bactérienne. Donc, en conclusion là, de notre projet sur les lots de semences contaminées, on a vu que les semences contaminées peuvent bien et bien être une source de premier inoculum. Quand on les redivise là, en catégories, une contamination de même de 5 spores par semence semble suffisant pour provoquer des infections pour les semis de début de saison. Et puis également, la quantification des lots de semences donc, devrait être faite pour éviter de planter des lots contaminés. Et au niveau du traitement à l'eau chaude, ça peut être une avenue intéressante si vraiment on veut pouvoir utiliser un lot contaminé. Mais il y a des limites là, à l'efficacité de cette méthode-là selon le degré de contamination initiale. Donc, voilà, j'ai terminé pour la présentation. Je vais juste mentionner là, que c'est un projet qui avait été financé par le MAPAC. Puis, merci aussi aux producteurs et aux conseillers là, qui ont participé au projet. Merci. Prochaine conférence, ça va être un travail d'équipe, donc un quatuor. Andréane va revenir pour présenter, mais elle va être
en équipe avec Isabelle Lefebvre, entre autres, qui Isabelle fait partie de l'équipe de recherche du ciel depuis 2014. Ses travaux de recherche portent sur les différentes approches de la gestion intégrée des ennemis de culture, principalement les crucifères. Elle est d'ailleurs avertisseur du réseau d'avertissement phytosanitaire crucifère depuis près de 10 ans. Et depuis janvier dernier, en plus de poursuivre ses activités de recherche, Isabelle occupe les fonctions de directrice générale du ciel. Elle va être adjointe parce qu'elle a ouvert sa caméra. Je vais tout de suite présenter Annie, qui s'est ajoutée aussi au programme du webinaire, comme je vous disais ce matin. Donc, Annie Archambault est chercheure, biologiste au service du ciel depuis 2024. Au cours de ses expériences professionnelles précédentes, Annie a entre autres œuvré en amélioration des cultivars de céréales et de chanvre. Au ciel, ses premiers mandats portent sur les planifications des essais de cultivars, sur l'amélioration de la surveillance phytosanitaire ainsi que le développement expérimental de méthodes de gestion intégrée des ennemis de culture, notamment grâce à l'intégration d'outils de biologie moléculaire en phytopathologie. Merci, Andréane, de te rejoindre à nous. À toi, Andréane, s'ajoutera aussi ta collègue Anne Pius-Paquet, également professionnelle de recherche chez Phytodata depuis 2016. Anne travaille sur la résistance aux fongicides depuis 2017 et c'est dans le cadre de différents projets de recherche, dont le projet Prime Vert qui porte de portrait provincial des profils de résistance aux fongicides dans les cultures de la fraise, de la vigne, de l'oignon qui s'est échelonné de 2019 à 2024. Donc, bonjour tout le monde. Donc, là, on est sur le bout là, où est-ce qu'on va parler là, des activités de recherche en surveillance phytosanitaire du rap crucifère. On reviendra là, plus tard, la présentation suivante, là, il sera question là, du tamisage là, de produits là, contre les taches alternariennes. Donc, juste pour faire un petit survol, c'est un peu pour expliquer le virage qu'on a observé en 2018 parce que, comme Mélissa disait, je suis avertisseur depuis presque 10 ans. Au tout début, j'avais l'impression que quand on parlait dans les avertissements des taches alternariennes, c'est comme on parlait de taches alternariennes en mentionnant Alternaria brassicea et brassicola sans trop s'attarder. Il n'y avait pas beaucoup d'envois d'échantillons au laboratoire à l'époque pour vraiment bien identifier de quelle espèce il s'agissait. Puis à ce moment-là, dans les crucifères fleurs, on se retrouvait avec des dommages sur les vieilles feuilles, des lésions, puis sinon, ben, c'était plus préoccupant parfois au niveau des choux, par exemple, où on retrouvait des taches là, qui se développaient au niveau des feuilles enveloppantes. Donc, avant 2018, on parlait de taches alternariennes dans les avertissements. C'est comme on en parlait parce qu'elle était présente, mais sans trop de préoccupation. Par contre, à partir de 2018, disons que la situation est devenue très préoccupante. Puis là, à ce moment-là, ben, il était question d'un développement important, puis ça occasionnait d'importantes pertes de rendement là, dans les champs, notamment dans les brocolis et les choux-fleurs. Donc, depuis 2021, avec les activités du rap crucifère, on a maintenant un fonds pour réaliser des activités de recherche et de développement pour soutenir la surveillance phytosanitaire et la gestion intégrée des ennemis des cultures pour les cultures de crucifères afin de soutenir le développement du sous-réseau crucifère. Donc, l'ensemble des projets réalisés dans le cadre des activités de recherche en surveillance sont financés par le MAPAC dans le cadre du programme Innovation bioalimentaire 2023-2028. Donc, avant même qu'on obtienne les fonds puis qu'on ait la possibilité de faire des projets avec les activités du rap, en 2019, il était déjà question là, de tester là, finalement les semences de brocolis. Je n'entrerai pas trop dans les détails parce qu'Andréane a fait un gros bout de chemin de ce côté-là. Mais en 2019, c'était juste pour remettre la table là-dessus en disant qu'on s'était préoccupé. À ce moment-là, par contre, la détection là, avait plutôt confirmé la présence d'Alternaria alternata et non brassicola dans les lots de semences qu'on avait envoyés. Puis là, c'est ça, il était question là, des limites là, du test PCR où là, on pouvait se retrouver à détecter là, des maladies qui n'étaient pas nécessairement viables dans la semence. Donc là, Phytodata est entré en jeu là, puis a fait un bon bout de chemin de ce côté-là. À partir de 2022, avec le comité de recherche, on s'est positionné. C'est sûr que les activités de recherche, c'est un fonds, c'est des projets qui sont plus exploratoires pour amener à des projets de plus grande envergure, éventuellement. Puis c'est sûr qu'on
avec les fonds, on ne travaille pas que sur les tâches alternariennes. Là, il faut toucher finalement là, différents ennemis, là, différentes problématiques pour le secteur. Donc, à partir de 2022, on a voulu documenter les conditions climatiques sous la canopée lors de l'apparition des symptômes. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure, Anne-Marie parlait de l'ordre de 28 à 31 degrés pour Alternaria brassicola. Dans d'autres articles, comme a montré Andréane, là, on parle plus de l'ordre de 20-25 degrés. Donc, il y a une petite variation selon les articles. Donc, on voulait aller là, préciser quelles étaient les conditions là, qui étaient favorables là, pour déclencher les infections au champ puis le développement de la maladie. Ça, on installe les stations météo dans le projet de tamisage. Donc, c'est quelque chose qui va se compléter l'année prochaine. Il était aussi question de créer un outil d'identification visuelle avec des critères morphologiques pour des symptômes afin de permettre aux conseillers d'identifier plus facilement les espèces d'alternaria dans le brocoli, le chou pommé et le chou-fleur. Donc, ça, on vise à terminer là, tout ça puis de créer une fiche technique en mars 2025. Et puis aussi, en 2022, il était question là, d'évaluer la résistance aux pesticides des espèces d'alternaria dans le brocoli. Donc, en 2022, dans les avertissements du RAP, on avait invité là, tous les lecteurs finalement à me contacter si vous suspectiez la résistance au groupe 7 et 11. Par contre, là, on a reçu qu'un échantillon cette année-là, ce qui était insuffisant là, clairement pour procéder au test. Donc, en 2023, ce qui a été décidé avec le comité, c'était de poursuivre les activités au niveau des conditions météorologiques là, favorisant là, les infections et le développement de la maladie au champ, de poursuivre l'outil d'identification visuelle, d'essayer, dans le fond, de faire appel à Phytodata pour ce qui est des capteurs de spores et des tests de sensibilité au groupe 7 et 11. Donc, avec Phytodata nous a fourni là, 6 capteurs qu'on a utilisés, donc 3 dans le brocoli dans la nodière, 1 dans le chou dans la nodière également, un capteur dans le chou en capitale-nationale et 1 dans le brocoli en Montérégie. Donc, je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais ça correspond un peu à ce que Andréane expliquait tout à l'heure. Donc, où on a eu une pression élevée de la maladie, dans le brocoli en 2023, avec une plantation à la fin juin. Les premières concentrations aériennes coïncident là, avec l'apparition des lésions sur les feuilles, là, donc vers le 20 juillet. Là, les données de dépistage, là, donc plantation, apparition des symptômes, concernent le champ qu'on dépistait, mais on était dans un bassin de production là, de brocoli, de chou-fleur, donc il y a eu des plantations avant et des infections là, un petit peu avant aussi. Ensuite de ça, avec une plantation fin mai, donc un peu plus tôt en saison, où on a observé une pression modérée. Les premières captures de spores ont eu lieu à la récolte du site dépisté, donc à la fin juillet. Puis encore là, on était dans un bassin de production là, de brocoli. En Montérégie, où la pression a été très faible au niveau des tâches alternariennes dans ce champ-là en 2023, les premières concentrations aériennes ont eu lieu environ 1 mois après les premiers symptômes, donc vers le 11 août. Et puis, dans le chou pommé, dans la nodière où la pression des tâches alternariennes était faible, avec une plantation des choux à la mi-juin, les premières captures là, étaient synchronisées avec l'apparition des lésions sur les feuilles à la fin. Donc, pas tellement... on a eu une courte période, là, les choux ont été récoltés par la suite. Et puis, pour terminer, dans la capitale nationale, où on a observé encore une fois une pression faible de la maladie dans le chou pommé, avec des plantations entre la mi et la fin mai au sein du même champ, les premières concentrations aériennes ont été enregistrées le 29 juin avec les capteurs de spores, puis les premiers symptômes ont été observés au début du mois d'août. Donc, j'inviterai maintenant là, Andréane, je sais que tu en as déjà parlé un petit bout, là, mais à nous parler là, des capteurs de spores comme outil de biosurveillance. Ce ne sera pas super long. Donc, c'est ça. Donc, nous, en fait, on utilise les capteurs de spores là, à Phytodata pour la gestion des pathogènes aériens. Donc, c'est vraiment un outil de régie intégré. On a un réseau de capteurs de spores là, qui en fait englobe là, les producteurs d'oignons de notre consortium. Donc, c'est un réseau qui a environ 24 à 30 capteurs, là, puis on fait la gestion des pathogènes de l'oignon en utilisant ces capteurs-là.
faut dire que les capteurs de sport, là, leur utilisation est plus optimale quand c'est en combinaison avec des indicateurs de risque qui vont être liés aux conditions environnementales. Donc, vraiment, comment ça fonctionne, c'est qu'on fait la capture de sport 3 fois par semaine. Et puis, on met ça en lien ensuite avec les risques d'infection, en fait, qui vont être liés aux conditions environnementales propices au développement de la maladie. Donc, ça nous sert vraiment d'outil pour savoir quand amorcer la régie, puis quand ensuite appliquer les fongicides en fonction et de la présence des spores et aussi des risques d'infection qui sont liés à la météo. Donc, si je fais le lien là, avec le brocoli, en ce moment, nous, on n'a pas de réseau pour le brocoli. Par contre, là, il y a eu des projets exploratoires, comme Isabelle a mentionné, là, depuis quelques années. À Phytodata, on a fait des projets exploratoires en 2012-2015 qui nous a permis de voir là, qu'on était capable d'établir un lien entre vraiment la progression de la maladie puis la quantité de spores. En fait, en 2012, les résultats les plus intéressants, c'est que l'arrivée des spores au champ là, coïncide après ça avec l'arrivée des symptômes qui est à peu près de 10 à 14 jours après. Là. Donc oui, il y a un lien à faire entre également le captage des spores dans l'air et puis les symptômes. Et puis en 2023, ben, un autre projet exploratoire mené par le RAP aussi. Donc, qu'est-ce qui est spécial peut-être qui s'est produit, là, c'est une hypothèse, là, mais depuis une dizaine d'années, est-ce que l'importance de l'inoculum de semences fait qu'on a comme Isabelle l'a mentionné, là, des débuts de symptômes qui coïncident vraiment tout de suite avec l'apparition des spores. Donc, ça ne semble pas là, être toujours les spores qui arrivent avant. Mais quand même, ça peut être un outil intéressant là, une fois que la maladie est installée, de voir là, si les spores dans l'air sont présents. Là, c'est un risque pour la culture. Donc, après ça, d'ajuster nos applications fongicides à ce moment-là. Si jamais on voulait établir un réseau pour le brocoli, ça serait vraiment possible parce qu'on a les outils moléculaires qui sont disponibles. Et puis, on a quand même aussi des bonnes connaissances là, déjà pour ce pathogène-là. Donc, ça serait quelque chose qui est possible à voir là, pour la suite. Merci, Andréane. Merci. Donc, je vais poursuivre avec l'autre volet là, des projets exploratoires qu'on a menés en 2023. Donc, qu'on avait discuté il y a quelques années, c'est justement là, quand ça a commencé à exploser en 2018, il y a eu des rencontres là, déjà à l'hiver 2018-2019. Pour se pencher là, sur la problématique. Puis évidemment, ben là, quand on regarde là, au niveau du bulletin des fongicides homologués dans les crucifères, ben, on remarque bien que les groupes 7 et 11 sont très abondants là, pour contrôler les tâches alternariennes. Donc, il était question là, de faire les tests de sensibilité à Alternaria brassicola pour ces groupes-là. Donc, pour 2022, il y a eu un seul échantillon là, qui avait été envoyé, comme je l'ai précisé précédemment. Les échantillons qu'on a visés cette année, c'est au ciel, on s'est déplacé sur le terrain principalement pour aller récupérer des échantillons là, pour s'assurer d'en avoir quelques-uns cette année. Puis sinon, on a aussi des collaborateurs là, qui ont procédé à des envois là, à Phytodata. Donc, on a eu 10 échantillons là, qui ont été répliqués. Donc, c'était des échantillons là, composites qu'on envoyait. Puis, il y a eu des réplicats de ce côté-là. Puis, il y a eu quelques échantillons qui ont été ajoutés aussi là, de la collection de Phytodata là, pour les tests qui ont été financés là, avec les activités du RAP cette année. Donc, j'invite maintenant Anne à nous présenter les résultats. Donc oui, on a effectué des tests de sensibilité aux fongicides dans les crucifères sur les échantillons qu'on a reçus d'Isabelle. Donc, je vais vous présenter un petit peu les résultats qu'on a obtenus. Mais pour commencer, je veux juste faire un petit retour là, sur la résistance aux fongicides. Qu'est-ce que c'est? Dans le fond, c'est une adaptation qui est stable et irritable d'un champignon à un fongicide. Puis, donc, cette adaptation-là va le rendre moins sensible que normal à ces molécules-là. Donc, normal, on parle de souches de type sauvage, donc qui sont sensibles, qui n'ont pas de mutation, dans le fond, puis là, je peux vous parler aussi un petit peu des mécanismes là, qui vont les rendre moins sensibles que normal aux fongicides. Donc, il y a la modification de la cible, qui était des mutations, dans le fond, sur le
sur le génome, sur des gènes particuliers là, qui vont être en lien avec le mode d'action du fongicide, une surexpression de la cible, donc une augmentation là, de ce gène-là, puis l'exportation des molécules toxiques à l'extérieur de la cellule. Donc, c'est vraiment les principaux mécanismes là, qui vont permettre aux champignons de devenir moins sensibles que normal à un fongicide. Donc, les échantillons qu'on a reçus cette année, qui ont été testés, provenaient de choux, brocolis, choux-fleurs. C'était des taches qui provenaient de feuilles ou d'inflorescences. On a aussi testé quelques échantillons qui provenaient de notre propre collection, qui provenaient de brocolis. Parmi celles-là, il y en avait quelques-unes qui étaient des souches qu'on avait isolées de semences aussi. Pour ce qui est de la méthodologie, donc tous les échantillons qu'on a reçus, on a prélevé les taches qui ont été stérilisées en surface, qui ont été mis sur milieu water agar, qui est un milieu peu nutritif. Les souches d'Alternaria brachicola ont ensuite été repiquées sur milieu PDA, qui est un potato dextrose agar, qui est un milieu vraiment usuel là, pour l'isolation des champignons. Puis la résistance des souches a été évaluée par bioessai. Donc, c'est vraiment une technique là, visuelle de voir là, la croissance du champignon en présence ou en absence de fongicides à des doses différentes. Donc, on a mesuré la croissance radiale, qui est dans le fond la croissance là, de son mycélium après 3 jours sur différentes concentrations de fongicides. Donc, c'était surpétri. Puis pour ce faire, on a utilisé principalement les matières actives, sauf pour le pantopyrade, là, où j'ai utilisé la formule commerciale parce que le pantopyrade comme tel est peu disponible. Donc voilà, puis pour ensuite en venir à avoir des résultats, là, j'ai calculé ce qu'on appelle la CL50, donc la dose qui inhibe la croissance de 50% de ce champignon-là, donc pour chaque souche. Fait que ce que vous voyez un peu, c'est sur le graphique là, de la croissance en fonction de la dose. J'essaie de trouver l'endroit où la croissance diminue de 50%. Les groupes qu'on a testés pour ce projet-là, c'était, bien sûr, les groupes 7 et 11. Donc, les fongicides, les matières actives testées, c'est le fluopyram, le fluxapyroxate et le pantopyrade pour le groupe 7 et le trifloxystrobine pour le groupe 11. Donc, ça, c'est les résultats qu'on a obtenus là, suite à ces tests-là. Donc, on voit vraiment bien que certaines souches sont plus sensibles que d'autres. Donc, il y a vraiment des différences de sensibilité là, au niveau des isolats pour les 3 matières actives du groupe 7. Là, ça, c'est des graphiques pour le groupe 7. Donc, on a les boîtes vertes qui sont les plus sensibles. Les box plots orange qui sont celles qui sont un peu moins sensibles. Puis en mauve, on a celles qu'on pourrait considérer là, comme insensibles ou vraiment moins sensibles aux fongicides. Les isolats d'un même échantillon possédaient des CL50 qui étaient semblables, donc qui étaient dans la même catégorie. Donc ça, c'est très cohérent. Là. Donc, on a reçu 10 échantillons là, de la part d'Isabelle. Donc, j'avais fait des réplicas pour tester ça. Donc, disons que les 3 souches d'un même échantillon, par exemple, avaient une sensibilité similaire. Les isolats moins sensibles au fluopyram sont aussi moins sensibles au fluxapyroxate, ce qui est aussi cohérent avec ce qu'on voit pour d'autres pathogènes, ce qu'on retrouve dans la littérature. Donc, c'est des fongicides qui ont des modes d'action semblables puis qui vont conférer une résistance croisée, si on peut dire. Et puis, il y a le pantopyrade qui est un peu différent. Puis là, il faut se rappeler que c'est la formule commerciale qui a été utilisée, qui a une sensibilité qui semble vraiment, vraiment moindre. Là, donc, les souches sont moins sensibles à ce fongicide-là. Les résultats pour
Pour le groupe 11, donc c'est un peu la même chose. On observe des différences de sensibilité entre les isolats pour cette matière active-là. Donc, il y a des souches qui sont moins sensibles que d'autres. Puis, encore une fois, les isolats d'un même échantillon là, sont de façon cohérente là, dans la même catégorie de sensibilité. Donc, idéalement, par contre, il faudrait procéder à des tests moléculaires pour vérifier si cette diminution de la sensibilité-là là, est due à une mutation, parce qu'il y a des mutations connues qui confèrent la résistance au groupe 11, au groupe 7 aussi d'ailleurs. Donc, ça, c'est quelque chose qui n'a pas encore été fait, mais qui sera fait sous peu pour vérifier si on peut faire un lien entre, dans le fond, le génotype, qui est les mutations qu'on retrouve, et le phénotype, qui est dans le fond ce que moi j'ai pu mesurer là, sur Petri. Donc, en conclusion, une diminution de la sensibilité là, in vitro, il faut bien le dire, chez certaines souches pour les fongicides du groupe 7 et 11. Toutefois, il faut prendre en considération que le nombre d'échantillons testés était très faible. Donc, là, ça peut induire un biais. Et puis, aussi que l'échantillonnage qui a été effectué en fin de saison ça peut aussi impliquer là, qu'il y a eu déjà une pression de sélection qui a été faite due à l'application de fongicides, puis que, dans le fond, on a un biais aussi, le côté quantité de souches résistantes versus ce qui aurait été normalement détecté. Il serait donc pertinent là, vraiment de procéder à un échantillonnage beaucoup plus important pour vraiment venir vérifier l'état de la situation et bien sûr là, d'arrimer ça là, avec des outils de détection des mutations qu'on retrouve. Il y a Annie qui va présenter, en fait, c'est ça, comme Mélissa l'expliquait, vous avez reçu, je crois, le lien déjà là, pour le webinaire Contrôle-Alt-Delete qui a été diffusé. Avec les activités de surveillance, c'est sûr qu'on assure une veille scientifique là, de tous les ennemis, de tout ce qui se fait. Donc, Annie m'avait donné un coup de main là, dans les dernières semaines pour justement contacter les chercheurs qui étaient impliqués, puis de faire un petit résumé finalement là, des résultats qui ont été présentés lors de ces webinaires-là. Donc, j'inviterai Annie à prendre la parole. Fantastique. Donc, il y avait je peux dire, il y avait une grande quantité de présentations, mais j'ai résumé ceux qui portaient sur la résistance puis l'infection par des semences. Donc, il y avait 2 chercheurs qui présentaient 2 études, mais qui étaient quand même relativement imbriquées, là. Babesh Dutta de Géorgie, puis Roy Davis du Connecticut. Et puis, ça consistait en gros en la collecte de lésions, collecte d'isolats sur des lésions de feuilles, les recensements et l'identification à l'espèce des isolats trouvés, des tests de résistance à l'azoxystrobine. Donc, dans les 2 cas, ça couvrait un large territoire. Ici, je vais déplacer ma souris ici, Géorgie, Virginie, Connecticut et l'État de New York. Une bonne quantité d'échantillons, 300 échantillons dans un cas, 550 dans l'autre. Puis les résultats étaient quand même cohérents puis assez semblables. Donc, la majorité des isolats, c'était de Alternaria brassicicola. La plupart de ces isolats de brassicicola étaient quand même sensibles à l'azoxystrobine, avec quand même une proportion minoritaire, mais importante, de 24% des isolats de brassicicola qui semblaient avoir développé une résistance. Puis les espèces moins fréquentes, ce n'étaient pas les mêmes selon la région. Donc, au sud, plus Japonica en Géorgie, puis plus au nord, Alternata. Les isolats de Japonica, tous les isolats étaient globalement moins sensibles à la molécule d'azoxystrobine, mais il y en a très peu qui se démarquaient et qui semblaient, comme 8%, avoir développé vraiment une résistance. Puis, il n'y avait pas des mutations habituelles suspectées qui étaient trouvées dans Japonica. Dans Alternata,
Là, c'était l'espèce où il y avait quand même plusieurs isolats qui semblaient avoir développé des résistances à la molécule azoxystrobine. Donc, ça semblerait être une affaire de 3 espèces, Brassicicola alternata japonica. Les lésions sur les feuilles de brocoli dans l'est des États-Unis. Une étude relativement semblable, mais cette fois-ci à la résistance à la boscaline. C'était un échantillonnage dans plusieurs comtés de l'État de New York, ici en rose. 86 échantillons, tous déterminés par séquençage que c'est tous des Alternaria brassicicola. La majorité, 68%, étaient résistants à cette molécule. Enfin, une autre étude s'intéressait au risque d'infection par les semences. Ils avaient testé 200 lots de semences. C'était par des tests, donc c'est des semences vivantes, par des tests de 75 grains en conditions stériles. Donc, s'il y avait une croissance dans ce test de 75 qui était observé, le lot était déclaré contaminé. De cette façon-là, il y avait 31% des lots qui étaient contaminés. Presque tous étaient des Brassicicola. Puis, la très grande majorité était aussi très agressif sur le brocoli par des tests in vitro, là, dans des petits pétris, sur des feuilles, dans des petits pétris. Puis, il y avait un niveau de sensibilité de résistance, sensibilité à l'azoxystrobine qui était similaire aux autres études. 14% semblaient résistants. Donc, en gros, il semble que le portrait dans l'est des États-Unis, c'est que Brassicicola, c'est l'espèce la plus fréquente, agressive sur les feuilles de brocoli. Des espèces mineures, comme on a entendu, Alternata japonica. Pour la boscalide, les isolats étaient majoritairement résistants. Azoxystrobine, groupe 11, la résistance existe, mais en minorité. Donc, on voit que le portrait n'est pas complet. Il y a 2 seules molécules qui ont été testées. Est-ce que c'est une influence très importante dans le développement de la maladie? Ça reste à voir. Puis la contamination par les semences, ça serait une réelle possibilité parce que c'est l'espèce courante qui est détectée, la même espèce qui est détectée dans les champs. Puis les isolats sont agressifs. Puis la fréquence d'isolats résistants à l'azoxystrobine, c'est similaire à ce qui est trouvé dans les champs. C'est ça pour moi. Merci, Annie. Donc, pour terminer, en fait, pour 2024, on poursuit les activités de recherche en surveillance phytosanitaire. Donc, comme j'avais mentionné, on va terminer là, une fiche technique d'ici mars 2025. On a prévu aussi de faire des essais de sensibilité de cultivars de brocolis, puis il était question là, justement de tester à travers ça là, certains cultivars qui ont reçu des traitements là, qui sont sur le marché présentement, et de poursuivre la veille scientifique. Donc, c'est sûr qu'il a émergé toutes sortes d'idées de projets qui pourraient être faits, là, parce qu'il est question de la fertilisation qui pourrait avoir un impact. Il y a question d'irrigation aussi, justement, puis il en a été question dans le webinaire Contrôle Alt Delete, justement. Mais c'est un fonds qui est quand même assez limité, là, puis c'est des projets qui sont de plus grande envergure, donc on attend les prochains programmes de recherche pour être en mesure d'avancer sur ce dossier-là. Donc, Geneviève, on a terminé. Là. Mais super. Je ne sais pas si Mélissa voulait afficher son image. Merci à vous. Il y avait une petite demande de précision rapide, là. Peut-être un terme, là, semences vivantes. Ça avait été mentionné. Ce que vous vouliez dire par là. Désolée, je voulais dire les isolats, les spores vivantes, pas les semences vivantes. Les spores vivantes, donc. C'est ça, donc c'est un test en conditions stériles où quand il y avait le développement du mycélium, là, de Alternaria. Là, c'était parfait. Fait qu'on parle du champignon et non de la plante. Ben, c'est ça, c'est parfait. On te laisse parler, Isabelle.
OK, parfait. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, depuis, pour les saisons 2022 à 2024, on a obtenu du financement par le MAPAC dans le sous-volet 3.1 pour l'appui au développement expérimental, l'adaptation technologique au transfert technologique des connaissances en agro-environnement. Donc, c'est le programme ADLAI, là, finalement, qui nous permet de faire des tamisages de produits qui sont financés là, par le provincial. Donc, on a obtenu le mandat pour faire l'essai de biofongicides puis de fongicides à risque réduit contre les taches alternariennes dans la culture du brocoli. Donc, la méthodologie, là, vraiment en bref, on a 2 sites par année qui sont implantés sur des sites producteurs. Là, on est vraiment dans des champs en production. Le projet a lieu pendant 3 ans, donc c'est la dernière année en 2024. Le dispositif, là, c'est ce que vous avez l'habitude de voir probablement quand vous voyez les résultats de tamisage. Donc, un bloc complet avec 3 répétitions, puisqu'on a quand même une bonne quantité de traitements là, par année. Là, donc, on teste de 10 à 13 produits annuellement. Donc, c'est ça. Dans le cadre d'un tamisage, on a des parcelles, puis on fait des applications répétées d'un même produit avec un pulvérisateur là, sac à dos. Puis selon le stade de la culture, là, selon le développement du feuillage, on y va avec un volume d'eau de 500 à 800 litres d'eau à l'hectare. Donc, pour faire les applications, on fait le suivi des conditions météorologiques. Donc, on suit finalement là, quand l'humidité relative est élevée puis quand les conditions sont relativement chaudes, il peut y avoir un risque au niveau des infections. Donc, on essaie autant que possible d'aller traiter quand les conditions sont favorables et non quand la maladie est déjà là, présente au champ. Donc, en saison, là, chaque semaine, on évalue l'incidence et la symptômes. Au niveau des taches foliaires, en 2022, là, on utilisait une échelle de dommages là, connue qui est la Horsfall-Barat. Par contre, comme Anne-Marie précisait, là, quand il y a des lésions importantes, finalement, on se retrouve avec des grandes criblures, le feuillage devient sénescent puis finit par tomber. Donc, cette échelle-là n'était pas optimale pour mesurer les dommages. Donc, maintenant, on fait là, le décompte des taches depuis 2023. Ça a été quelque chose de très long à faire dans le contexte de pression qu'on a eu là, en 2023. On a eu beaucoup de tâches. Donc, après ça, au niveau de l'inflorescence, bien, on évalue là, la sévérité des dommages sur l'inflorescence dès sa formation. Puis, au niveau des rendements, là, bien, on déclasse le brocoli s'il y a plus de 10 de la surface de l'inflorescence là, qui est atteinte par la maladie. Donc, en 2022, j'ai volontairement pas mis les doses qui ont été testées. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le fond, dans des tamisages comme ça, on vise à tester des doses qui pourront éventuellement amener à des homologations d'usage mineur. Donc, ce sont toutes des doses qui sont validées avec les compagnies titulaires. Donc, quand on mène un projet comme ça, là, on est en contact avec les compagnies pour s'assurer que la dose qu'on va tester convient avec l'information qu'ils détiennent, puis que ça pourra éventuellement le mener à une homologation. Donc, évidemment, on avait un témoin non traité. Le témoin 2022, c'était une alternance de Quadristop et de Luna Sensation. Ensuite de ça, on a testé le Priaxor, Oxidate, Diplomate, Double Nickel, Lifeguard, Parasol, Millstop en combinaison avec du microscopique sulfure, EcoSwing et Timorex Gold. Donc, la première année, là, on visait vraiment, là, vu que c'était un projet qui a été écrit là, pendant la pandémie 2019-2020, là, on visait à avoir beaucoup de produits en régie biologique parce qu'il y avait une pression à ce moment-là qui était plus importante du volet bio que dans le conventionnel, là, avant vraiment que ça explose un peu partout. Donc, le sommaire des résultats, on a eu 2 sites. Donc, le premier, on était dans le brocoli impérial. Et puis là, je vous montre les dommages là, au niveau de l'inflorescence et non les dommages sur le feuillage. Donc, au niveau de l'incidence, donc le nombre de plants là, affectés par parcelle en moyenne, on allait jusqu'à 60% là, d'inflorescence affectée. Par contre, là, avec Priaxor et le témoin commercial, là, on avait une incidence de dommages qui était plus faible là, que la majorité des autres traitements, dont le témoin non traité. Au niveau de la sévérité des dommages, donc le pourcentage de surface, là, la surface atteinte par les taches alternariennes, la pression était relativement faible, c'est-à-dire qu'on avait en général moins de 1% de la surface qui était atteinte. Ça, à ce moment-là, là, c'est vraiment, là, il faut défaire là, les fleurons pour vraiment être en mesure de bien là, voir les symptômes.
Et puis là, c'est le témoin commercial et Priaxor qui s'était encore démarqué là, du témoin non traité de la majorité des autres traitements laissés. Au niveau du poids moyen de l'inflorescence, il n'y avait pas de différence et au niveau du diamètre moyen de l'inflorescence non plus. Donc, les symptômes sont apparus là, vraiment dans les jours précédents la récolte. Donc, ça n'a pas affecté là, la croissance du brocoli. Sur le deuxième site, en 2022 toujours, là, on a eu une pression un peu plus élevée. On était dans du brocoli Batory, planté le 4 juin, récolté le 12 août. Et puis encore là, comme vous voyez, là, en termes d'incidence, on avait jusqu'à 95 % des têtes de brocoli qui étaient infectées par Alternaria. Donc, il y a seulement le Priaxor qui s'est démarqué. C'est en régie conventionnelle. Là, le Priaxor, ce n'est pas un produit pour la régie biologique en passant, qui s'était démarqué avec seulement 13 % là, des inflorescences infectées. Au niveau de la sévérité, bien là, on était plus de l'ordre de 5 % de la surface qui était infectée. Puis, il n'y avait pas de différence significative notable là, entre les traitements. C'est sûr que vous voyez que les chiffres peuvent varier. Par contre, ça veut dire qu'il y a beaucoup de variabilité là, au niveau des parcelles. Et puis, pour le rendement total moyen, bien là, c'était vraiment comparable aussi. En 2023, les produits testés, il y a eu quelques changements. Donc, on avait encore le témoin non traité. Au niveau du témoin commercial, on est allé avec Miravis Duo en alternance avec le switch. Donc, là, ça nous permettait d'avoir 4 groupes là, chimiques différents dans notre stratégie. Puis, le switch avait été homologué d'urgence dans le brocoli. On a ajouté un témoin en régie biologique qui est le Sérénade Opti. On testait encore le Priaxor, mais comme il y avait plus d'ouverture pour mener à une homologation du Mérivon, qui contient les mêmes matières actives à des concentrations un peu différentes du Priaxor, on a décidé de tester les 2 produits. Ensuite de ça, on a poursuivi avec Oxidate, Diplomate, double nickel, Lifeguard WG et Parasol WG qui sont des produits dont la concentration est plus élevée que ceux qui avaient été testés l'année précédente. Les formulations sont différentes. On a testé encore Millistop en combinaison avec microscopique sulfure et Timorex Gold. C'est l'image qui me vient toujours en tête quand je pense à la saison 2023. Donc, on a eu des conditions qui ont été particulièrement sèches au début de l'été. Après ça, on a eu beaucoup trop d'eau. On a eu des feux de forêt, on a eu du smog qui a mené à de l'ozone, on a vu toutes sortes de désordres physiologiques aux champs, on a eu des champs qui ont été inondés, donc on a été pas loin de la catastrophe, comme vous le savez, en 2023. Donc, autant que ce n'était pas des conditions favorables pour cultiver les crucifères, ce n'était pas non plus pour mener des essais là, pour tester l'efficacité de produits avec autant d'eau dans les champs, puis autant de carences observées. Donc, pour le premier site qui a été planté le 28 mai, récolté le 24 juillet, on était dans du brocoli impérial, implanté dans un loam sableux. La première application du produit a été faite le 19 juin, alors que le brocoli était au stade 7 feuilles. Les premières taches alternariennes ont été observées le 6 juillet. Puis, on a fait un total de 4 applications à un intervalle de 7 à 14 jours. 7 à 14 jours, c'est sûr qu'on vise toujours un 7 jours d'intervalle dans un tamisage, mais avec les conditions météo qu'on a eues cette année, c'était pas toujours possible parce qu'évidemment, quand on avait un 40 mm de pluie annoncé, là, on ne faisait pas une application là, de produits le jour précédent. Donc, on devait là, se timer avec la météo. Donc, on a eu un temps qui était particulièrement sec en juin, puis beaucoup de pluie à partir de la mi-juillet. Puis, on a eu une pression assez faible de la maladie. Ça correspond un peu à ce que vous voyez, là. Donc, les plantations plus hâtives semblent mieux s'en tirer, là, comme on a vu dans les présentations d'Andréane précédentes. Donc, pour le premier site, les données à la récolte. Donc, vous voyez là, qu'au niveau de l'incidence par parcelle, donc le nombre d'inflorescences atteint, ça semble très, très variable, donc de l'ordre jusqu'à 14 % d'inflorescences affectées, mais il y avait beaucoup de variabilité là, entre les parcelles, donc on n'a pas pu déceler là, de différences significatives entre les traitements. Je mets toujours la flèche vers le témoin. Oh, c'était supposé être le témoin non traité, je suis désolée, mais ça a dû bouger là. Donc, je visais à pointer le témoin non traité.
Donc, au niveau de la sévérité, là, il semble y avoir encore de très, très grands écarts, mais il faut juste se rappeler que l'échelle, on est jusqu'à 0,45 de l'inflorescence. Donc, c'était une pression qui était très faible. On avait dans l'ensemble moins de 1 % de la surface qui était infectée. Donc, dans l'ensemble, les dommages ont été mineurs, puis il n'y a pas eu de déclassement associé aux taches alternariennes sur le premier site. Au niveau du diamètre moyen, par contre, de l'inflorescence, on voit qu'avec le témoin commercial, Priaxor et Mérivon, qui se sont démarqués des autres traitements. Puis Diplomate aussi, là, qui s'est démarqué là, de la majorité des autres traitements, là, dont le témoin non traité. Le Diplomate, c'est un des produits qu'on visait pour la régie biologique. Dans l'ensemble, c'est surtout on a eu un petit peu de phytotoxicité, mais ça coïncide vraiment plus au niveau des applications, puis ça n'a pas affecté, là, règle générale, là, la croissance des brocolis. Pour le deuxième site, donc planté le 23 juin et récolté le 29 août, du batterie dans un long de sableux encore une fois. On a eu beaucoup de difficultés à mettre en place le dispositif expérimental parce qu'on devait trouver une zone homogène non inondée. Donc, le producteur plantait les brocolis. Et puis, nous, après ça, on allait implanter nos parcelles. Et puis, on arrachait certains plants là, dans les zones tampons. Donc, ça a été très, très difficile parce qu'avec toutes les inondations qu'on a eues, bien, on voulait s'assurer d'avoir une zone, c'est à peu près 0,2 hectares qu'on avait besoin, qui était homogène avec des plants là, qui avaient atteint le même stade de croissance. Donc, on a pu faire la première application des produits le 20 juillet, alors que les plants avaient déjà un stade 10 feuilles. Puis, comme il n'y avait pas d'autres plantations par la suite, là, bien, on était vraiment coincés avec ce champ-là. Donc, les premières taches alternariennes ont été observées le 12 juillet, donc quelques jours avant la première application. Il y avait quelques taches qui étaient observées plus au niveau des vieilles feuilles. Puis ça, bien, c'est sûr que ça pose problème parce que, comme je précisais, bien, il y a plusieurs produits qu'on vise à appliquer avant l'apparition des symptômes, alors que là, la première application se faisait là, suivant l'apparition des symptômes. Donc, on a pu faire un total de 6 applications à un intervalle irrégulier. Donc, comme on a eu beaucoup, beaucoup de pluie, bien, à certains moments, là, on pouvait intervenir là, aux 4 jours là, pour protéger la culture là, suivant une forte pluie. Puis là, on a eu une pression très élevée de la maladie. Donc, là, il y a 2 diapos là, qui vous montrent un peu l'état du feuillage là, à la récolte. Donc, le non traité, le témoin commercial, donc le Miravis Duo là, en combinaison en alternance avec le Switch, le témoin biologique, Priaxor et Mérivon qui ont les mêmes matières actives et oxydate. Vous voyez aussi qu'il y a des désordres physiologiques, là, ça on en a vu à peu près partout là, cette année. Ensuite de ça, Diplomate, qui s'est bien démarqué aussi là, au niveau du feuillage. Puis ensuite de ça, le double nickel, Lifeguard, Parasol, Millistop et microscopique sulfure et Timoris Gold là, qui sont assez comparables. Donc, il y a les dommages, les taches et les lésions et les criblures étaient assez importantes là, dans l'ensemble pour plusieurs des produits testés cette année. Donc, pour la pré-récolte, donc, quand les inflorescences étaient sorties, là, on commençait déjà l'évaluation des dommages là, au niveau des inflorescences. Donc, avec une récolte le 29 août, là, ça, c'est l'évaluation pré-récolte le 24 août. On remarque là, que Mérivon, Priaxor et témoin commercial se sont encore là, grandement démarqués là, des autres produits avec une incidence là, inférieure à 40 %. Donc, moins de 40 % des inflorescences qui étaient affectées. Je sais, ça reste quand même beaucoup, là, mais ils se sont quand même démarqués là, dans un contexte de dommages sévères. Ensuite de ça, au niveau de la sévérité de dommages, donc la surface affectée, bien là, on a le témoin commercial, Priaxor, Mérivon et le Diplomate qui se démarquent des autres produits. Donc, c'est ce qui signifie là, que finalement, on avait là, moins de 10 % de la surface infectée avec des produits comme Mérivon, Priaxor et le témoin commercial, tandis qu'avec Diplomate, il s'est démarqué des autres, mais il faut quand même signifier qu'on était à près de 20 % de sévérité de dommages. Donc, en principe, là, on aurait déclassé. À la récolte, donc, on avait 100 % des inflorescences qui étaient infectées. Parfois, l'infection s'est faite tôt là, à la formation de la tête. Donc, comme vous voyez sur la photo ici, la croissance a vraiment stagné.
il y avait 100% des brocolis qui étaient non commercialisables. Le champ a été rouletté d'ailleurs. Puis, c'est encore là qu'on considère que plus de 10% de la surface d'inflorescence infectée est déclassée. Donc, dans ce cas-là, à la récolte, encore une fois, Témoin commercial, Priaxor et Mérivon se sont démarqués, alors qu'on voit là, que le diplomate, l'infection s'est poursuivie pour atteindre là, des niveaux similaires aux autres traitements. Même chose là, au niveau du diamètre moyen. Là, donc là, on voit vraiment qu'il y a eu l'infection par alternariat a nuit à la croissance de l'inflorescence. Donc, Témoin commercial, Priaxor, Mérivon se démarquent des autres produits. Puis en diplomate, même si la sévérité était là, a permis d'atteindre un diamètre là, un peu plus élevé. Donc, pour terminer, les produits qui seront testés en 2024, on a encore le Témoin commercial, Miravisio et Switch qui a donné des bons résultats. Là, je vois que c'est ça, Mérivon qui est rendu en 7e traitement, mais on a rajouté le batch qui est une formulation de cuivre, Serifel, Folpan, Sevia. On a éliminé certains produits bio là, qui ont donné absolument aucun résultat depuis 2 ans. On maintient Diplomate, double nickel et puis le Parasol WG. Il y a certains autres produits qui pourraient vous venir en tête rapidement. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on communique avec les compagnies, parfois ils détiennent déjà des données d'efficacité. Donc, il y a certains produits qu'on ne peut pas tester là, parce que ça pourrait éventuellement amener là, une homologation alors qu'ils ont déjà là, les données d'efficacité. Puis, avant de terminer, je veux juste porter attention là, aux comparaisons qui peuvent être faites avec le travail qui est fait aux États-Unis. Donc, il y a beaucoup de gens qui se réfèrent là, à la cheat sheet de Cornell pour les tâches alternariennes. Ce qu'il faut savoir, c'est que le contrôle qui est fait, ALS signifie le Alternaria Leaf Spot. Puis, aux États-Unis, ils font vraiment la distinction entre les lésions sur les feuilles et les dommages à l'inflorescence. Donc, la plupart des essais ont été menés alors qu'ils ont testé l'efficacité des produits uniquement sur le feuillage et non sur l'inflorescence. Dans certains cas, ils ont eu besoin d'inoculer la maladie dans les parcelles pour permettre les essais. Puis, le déclassement se fait alors que l'inflorescence, il y a plus de 30% de l'inflorescence qui est infectée, là, ce qui est important, ce qui est majeur. Là. On a le tiers de l'inflorescence qui est infectée, là, donc nous, c'est déclassé là, à partir de 10%. Fait qu'il y a certaines particularités au niveau du protocole où est-ce que c'est pas tout à fait pareil. Donc, des fois, vous pouvez avoir l'impression que on a des résultats qui sont très différents, mais on ne part pas nécessairement tous du même protocole. Donc, enfin, je tiens à remercier le producteur, conseiller et conseillères qui sont impliqués dans les projets, puis le labo diagnostic aussi là, qui est très présent là, pour quand on fait des envois d'échantillons dans les projets pour confirmer qu'on avait bien Alternaria brassicola. J'avais oublié de le préciser justement, là, mais au niveau des inflorescences, tous les échantillons qu'on a envoyés dans les 2 dernières années, c'était toujours Alternaria brassicola qui était détecté. Donc, on va passer des tâches alternariennes aux autres ennemis de culture. Donc, les brocolis, il y a aussi des ravageurs qui les affectent. On va accueillir Mélodie Juteau, qui est agronome pour Service agronomique Mélodie Juteau. Mélodie a travaillé au sein du club en agro-environnement Route 341 pendant 8 ans pour Bonduel dans le haricot vert extra fin pendant 4 ans. Ensuite, elle a travaillé pour un groupe de producteurs maraîchers, principalement pour Production maraîchère Mayotte pendant 10 ans. Et puis, depuis octobre dernier, elle travaille pour le CETAB Plus en agriculture biologique. Mélodie a aussi été productrice d'ail pendant quelques années. Elle va venir nous présenter les résultats d'un projet régional qui a été réalisé dans la Nodière qui visait à réduire les risques associés aux insecticides appliqués contre les ravageurs dans le brocoli. Bonjour. Au fait, avant de commencer ce sujet là, qui va être fort différent de ce qu'on a discuté avant, je vais faire une parenthèse avec la détection d'alternaria sur la semence. Donc, chez Production maraîchère Mayotte, on a envoyé en 2023 une dizaine de lots avec vraiment des taux de contamination très différents d'un lot à l'autre dans une même variété. Puis, pour avoir fait les tests à l'eau chaude aussi en 2023, on remarquait à peu près ce que Andréane a dans ses résultats, c'est-à-dire que
l'eau chaude est efficace pour un contrôle au départ, mais c'est ça, après ça, il y a de la contamination croisée qui se fait. Donc, c'est quand même un avenue. Puis le traitement à l'eau chaude, là, sachez qu'il y a un YouTube qui existe, là, puis qui explique exactement la technique. Donc, c'est ça. C'est juste voyons, de faire des gros lots de semences à l'eau chaude à la maison, mettons que c'est peut-être pas évident. Donc, j'enchaîne avec le projet. Donc, dans le projet, grosso modo, c'était de comparer l'efficacité de 3 insecticides appliqués en début de croissance dans la culture du brocoli. Donc, je remercie nos partenaires pour le projet, dont le MAPAC qui a financé le projet, puis Production maraîchère Mayotte qui a bien voulu aller vers ce projet pour tenter de trouver d'autres techniques. Donc, l'objectif du projet, c'était de trouver une alternative à l'utilisation de l'Actara, le thiaméthoxam qu'on utilisait quand même depuis plusieurs années pour la lutte à la cécidomie. En 2019-2020, si on se rappelle que, bon, il voulait retirer le produit à cause de son impact sur l'environnement. Donc, nous, on est intéressés à trouver d'autres molécules. Aussi, sur la ferme, il y a vraiment un souci de rationaliser l'utilisation des pesticides. Donc, ça répondait aussi à ça. Puis aussi de comparer la régie biologique parce que Production maraîchère Mayotte fait aussi des brocolis en régie biologique. Donc, pourquoi on utilise un insecticide à la plantation, soit en traitement de plateau ou en sillon? Au fait, les produits agissent de façon systémique, puis ça permet d'avoir un contrôle sur plusieurs ravageurs, puis sur une longue période. Ça limite quand même plusieurs traitements en post-levée. Donc, le déroulement du projet, ça s'est fait en 2021, 2022, 2023 dans 3 champs différents. Donc, dans un même champ, on compare l'utilisation des insecticides suivants. Donc, on a l'Actara, le thiaméthoxam. Vous avez les doses 2021-2022 à 625 ml. Puis en 2023, il y a eu un changement au niveau de l'étiquette. Donc, on a baissé la dose selon l'étiquette. Ensuite, on comparait le Entros, insecticide Spinoza qu'on utilise dans la régie biologique, qui est le Success aussi en format conventionnel. Donc, les doses appliquées étaient 25 ml par 1000 plants pour les 3 années. On a comparé au Virimark, le Cyantraniprol, qui a été appliqué ces transplants en 2021 avec la dose de 40 ml par 1000 plants. Puis, vous avez les doses appliquées au sillon de 1500 ml 2022, 1700 ml en 2023. Puis, on a comparé aussi en 2023 une dose plus faible de Virimark. Et on avait un témoin quand même assez grand en 2022 qu'il n'y avait aucun insecticide de départ. Donc, les éléments culturaux, un peu, c'était variété impériale pour les 3 ans, des dates de plantation qui variaient entre 21 et 27 mai, population 43 000 plants à l'hectare, sur des entrerangs de 30 pouces, type de sol plutôt léger pour les 3 ans. Il faut noter qu'à chaque année, on se déplaçait d'au moins 1 kilomètre, là, ça donnait comme ça pour les sites. Et aussi, sachez qu'il y a eu d'autres traitements insecticides selon les observations, soit du Movento et du Rimon ou du Delegate pendant la saison. Donc, je vous fais un bilan des ravageurs. Donc, le ver gris, il a été observé en grosse quantité en 2021, puis on ne l'a presque pas vu en 2022 et 2023. En 2021, on a clairement vu que l'Actara était peu efficace contre le ver gris, alors que le Entros puis le Virimark offraient un super bon contrôle. Donc, vous avez en jaune là, les pourcentages de plants avec ver gris, 3 l'Actara et aucun observé dans les autres traitements. Et pourcentage de plants absents aussi était supérieur dans l'Actara. Ça, c'était les résultats vraiment pour 2021. Si on continue, pour les altises, dans le fond, on fait des observations d'altises jusqu'au stade de 9 feuilles environ. Après, on ne s'en préoccupe plus vraiment. C'était une pression assez faible pour les 3 ans.
Bonne efficacité de l'Actara puis du Verimark sur les adtises. Le Entra semblait un peu moins efficace, mais offrait quand même un certain contrôle. Mais reste que, comme je vous disais, c'était quand même pas beaucoup de pression. Là, ici, vous avez le nombre total d'adtises observées jusqu'au stade 9 feuilles. Donc, dans les zones non traitées, 22, c'était des populations très moyennes. Je continue ces ravageurs. Dans le fond, c'est pour les chenilles défoliatrices. Fait que le Verimark, il se démarque vraiment sur le contrôle des chenilles, puis le Entros a aussi une très bonne efficacité. Si on regarde, vous avez dans le fond, vous avez pour les 3 ans pour l'Actara. Donc, on avait une durée d'efficacité de contrôle en moyenne de 27 jours. Donc, la première chenille observée a été 27 jours depuis la plantation. Puis, vous avez le nombre total de chenilles observées pour la saison pour chaque traitement. Pour le Verimark, on a là une super efficacité, durée d'efficacité d'environ 47 jours, avec très peu de chenilles observées, même toute la saison. Le Entros aussi, bonne efficacité de 45 jours pour le contrôle des chenilles, avec un peu plus de chenilles, donc qui échappait un peu plus de chenilles. Puis, si on compare ça pour la zone non traitée, bon, évidemment, on a traité cette zone-là en 2022 avec 3 traitements pour en venir à bout. Donc, je poursuis. Cécidomie du chou-fleur. Donc, chez Production Maraîchère Mayotte, suivi des cécidomies, ça se fait avec des pièges à phéromones. C'est comme la base de la stratégie de lutte. Des lectures 2 fois par semaine. Je vous ai mis une petite image pour que vous voyez, dans le fond, on tapisse le contour des champs avec des pièges. Donc, on met à peu près un piège par 2 hectares environ. Ça nous fait une centaine de pièges par année à suivre. Je dirais vraiment que depuis 3-4 ans, les captures sont faibles si on se compare qu'il y a 10 ans. Donc, ici, nos données, mettons, de cécidomie, donc 2021, 2022, 2023, les dates de la première capture de cécidomie se fait début juin. Puis c'est pas mal ça depuis quand même plusieurs années. Après ça, on atteint l'atteinte de plus de 1 capture par piège par jour, qui habituellement nous donne une indication d'une plus grande pression. Ça s'est arrivé au 28 juin jusqu'à la mi-juillet. Puis là, on regarde ici, vous avez le nombre total max d'acécidomie pour le piège qui a capturé le plus pour la saison, donc sur une période de 60 jours. Fait qu'on voit vraiment que, bon, c'est ça, la pression est quand même faible. Et sachez qu'on a quand même fait des applications de Movento. Donc, pour les produits, donc l'Actara se démarque sur le contrôle de la cécidomie. Il y a plusieurs études scientifiques qui obtenaient ces résultats, mais on ne retrouve pas le ravageur sur l'étiquette. On n'a eu aucun dommage qui a été observé en 2021, puis 2022 fut l'année avec le plus de dommages, mais grosso modo, aucun dommage observé avec l'Actara, alors qu'on avait un peu de dommages avec le Verimark. Donc, on classait aussi les plants entre vendables et non vendables. Puis, similaire, le Entros, similaire au Verimark. Mais sachez que ce n'est pas juste le traitement de départ qui a fait ça. Il faut savoir qu'il y a eu 2 applications de Movento dans tous les traitements. C'est fait après. Si on prend les statistiques, pour les 3 années et en mettant une année une réplication, il n'y a pas de différence significative en ce qui concerne les populations, le rendement, les plants vendables, non vendables, mais on peut observer quand même des tendances. Puis ces tendances-là ont été observées pendant quand même les 3 années. On avait une population supérieure avec le Verimark, une population inférieure avec l'Actara, un pourcentage de plants vendables inférieur avec l'Actara, un rendement équivalent dans les parcelles avec le Verimark et le Entros, une absence de dommages de cécidomie du chou-fleur avec l'Actara.
C'est vraiment les plants immatures de type balai de sorcière. Là, je vais vous montrer une photo qui contribue le plus à la perte de plants vendables. Puis on en retrouve beaucoup moins dans la parcelle avec le Verimark. Fait que puis il semble que la parcelle traitée à Lactara soit davantage sensible à l'attaque de certains insectes en début de saison. C'est ce qu'on suppose. Donc ici, je vous montre des chiffres. C'est vraiment, bon, vous avez des populations moyennes, donc comme je vous disais, moins de plants dans le traitement Actara comparé au Verimark. Les rendements moyens, c'est prendre avec un bémol, ça a été fait manuellement, donc c'est ça. Après ça, bon, on voit que le pourcentage de plants non vendables, 11% dans l'Actara, 7% dans l'Entros, 4%, 18% dans le non traité. Et c'est vraiment les plants immatures, comme j'expliquais, qui vient comme réduire le pourcentage de plants non vendables. Donc, les plants immatures de type balai de sorcière, c'est des inflorescences qui ne sont pas récoltables, sont atrophiées, tout petites. Ça peut être causé par un ravageur, comme je disais, en début de saison. Il y a un stress ou un stress abiotique. Peut-être en lien avec la qualité ou la génétique de la semence aussi, mais bref, s'il y en a qui ont une réponse à ce type, de la cause précise de ce type de plan-là, c'était quand même majeur là, dans les champs. Ensuite, des photos des dommages observés causés par la cécidemie. Maintenant, j'en viens de parler des indices de risque sur la santé et l'environnement. Donc, moi, je m'en préoccupe. L'entreprise aussi. Donc, si on regarde entre les différents traitements, donc vous avez les indices de risque sur la santé, l'environnement ici. Donc, on s'entend, plus le chiffre est élevé, plus c'est pas super. Puis, vous avez le coût à l'hectare aussi. Donc, si on tient compte des indices de risque sur la santé et l'environnement, bien, le Intra, c'est vraiment le plus intéressant, mais le plus cher. Donc, on pourrait parler de risque économique. Le Verimark a un indice de risque moins élevé sur la santé, donc c'est bien, mais sur l'environnement est similaire que l'Actara. Donc, on était un peu déçus, mais bon. Ensuite, il serait pertinent de refaire des essais sur les doses. On était, des doses en 2023, il n'a pas été observé des différences là, entre les deux doses. Donc, sur l'entreprise, qu'est-ce qu'on mettait avant le projet? Donc, pour les insecticides, on était sur une régie Actara, 2 applications de Movento, ensuite 2 antichinés pour un coût à l'hectare de 400 $ et avec des indices et pour la santé et pour l'environnement qui approchaient le 400. Puis grâce au projet, qu'est-ce qu'on s'enligne de faire? Qu'est-ce que l'entreprise espère faire, voudrait faire? C'est que, bon, utilisation de la Verimark. D'ailleurs, on a utilisé cet insecticide-là sur près de 200 hectares de crucifères avec des bons résultats. Bien, mis à part qu'en 2023, on a perdu quand même une bonne partie de la surface. Ce n'était pas tant les insecticides le problème. Dans le projet, on a aussi diminué nos doses de Movento. Donc, on utilisait des doses totales de 730 ml par année, puis on a diminué volontairement pour voir l'effet à 450 ml à l'hectare avec, comme on a montré, très peu de pertes ou pas. Puis, on a aussi intégré de plus en plus le Rimon, qui est un insecticide à faible risque puis à faible coût. Donc, c'est les résultats du projet. Puis là, je fais une petite parenthèse. Qu'est-ce que vous utilisez, vous, sur votre entreprise comme insecticide? Donc, si vous utilisez encore du Matador, la Bamba ou le Voliam Express, bien, sachez que sur les indices de risque, surtout sur la santé, ça score quand même très élevé. Donc, pour des insecticides avec des efficacités questionnables, c'est ça. Ça ne coûte pas cher, mais c'est ça. Donc, important de choisir toujours un produit efficace contre le ravageur visé. Puis, une autre parenthèse, peut-être l'étiquette n'est pas toujours complète pour certains ravageurs. Donc, ma conclusion, c'est possible de diminuer les indices de risque sur la santé et l'environnement sans affecter la rentabilité de l'entreprise.
C'est sûr que le suivi des champs, c'est vraiment la base. C'est important de suivre qu'est-ce qu'on fait, s'il y a des changements qu'on fait aussi. Bien intéressant de comparer les produits phytosanitaires entre eux. Ça permet d'évaluer concrètement leur efficacité dans les mêmes conditions. Puis c'est, je crois, très intéressant de comparer aussi des doses d'application. Toujours important de se questionner sur l'efficacité des produits et de s'assurer que le ravageur visé est bien contrôlé. Je pense que ces produits ne sont vraiment pas des mêmes efficacités, même si le ravageur est sur l'étiquette. Puis, c'est ça. Je pense que l'application d'un insecticide au départ de la culture, ça permet vraiment un bon contrôle de plein de ravageurs. Et c'est terminé. Merci. Merci beaucoup, Mélodie, pour ta présentation. Je veux remercier encore nos autres conférencières qu'on a eues aujourd'hui, donc Anne-Marie du laboratoire, Andréane et Anne de Phytodata, Isabelle et Annie de Ciel, et puis Mélodie qui a terminé pour nous parler des insecticides contre les ravageurs. Merci aussi Geneviève pour la période de questions. Et puis sur ce, je vous souhaite un très bon début de saison. Le printemps cogne fort à notre porte, donc on va vous laisser préparer votre saison, puis au plaisir de vous revoir.